Ouais, Il y a quand même un certain recours, je veux dire. Comme... Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, ça dépend de... Quand on met sans garantie légale, ça dépend de qui nous l'a vendu. Si je me trompe pas, c'est dépendamment si c'est un vendeur professionnel ou pas. Tandis qu'au risque et péril de l'acheteur, ça couvre tout le monde. Au risque et péril de l'acheteur, c'est ça normalement que ça va trouver. Parce que les notaires vont jamais... Les notaires vont jamais mettre sans garantie légale parce qu'ils savent que sans garantie légale, ça te permet d'avoir un recours quand même. Parce que c'est pas au risque et péril de l'acheteur. C'est ça. Fait que ça te permet quand même d'avoir un recours, mais il est limité, mais il est limité, c'est ça. Fait que c'est plus difficile, c'est pas comme... Puis tu sais, même quand et tu l'achètes avec une garantie normale, il faut quand même que ça soit un vice caché. Il faut quand même que tu prouves que c'est un vice caché, que tu n'aurais pas pu le savoir. Justement, ben, pendant qu'on parle de garantie légale, on était supposé d'être plus dans le côté fiscal, mais pendant qu'on parle de garantie légale, je pense que ça peut vraiment aider les gens. Les rapports d'inspection. Ouais. Les rapports d'inspection, les inspections pré-achat, selon toi, ton expertise. Les inspections pré-achat, ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Je vais vous dire pourquoi ça peut être une bonne chose. Parce que, premièrement, qu'on achète, c'est bien de savoir ce qu'on achète. Pour la majorité des Canadiens, des Québécois, c'est le plus gros investissement que tu vas faire, c'est acheter une maison ou une propriété. C'est comme un rapport de santé de la propriété. Exactement. Fait que c'est important de savoir ce qui pourrait clocher avec la propriété puis pourquoi tu ne devrais pas l'acheter. Maintenant, si on retourne 3 ans plus tard, il y a un vice caché dans la maison. Puis là, tu poursuis les vendeurs, ben, l'inspection pré-achat que tu as fait pour être mieux, parce qu'il y a une notion dans un vice caché, ça dit que ça doit être caché. Caché, ça veut dire que tu n'aurais pas pu le savoir avant d'acheter la maison. Ton inspection pré-achat, ce que les inspecteurs font, ils vont vraiment démontrer toutes les lacunes qu'il pourrait avoir dans la maison. Puis souvent, ton vice, parfois, le vice qu'on va trouver, c'était, au moins on avait fait mention d'une potentielle problématique qu'il pourrait avoir par rapport à ça, dont ton inspection après-achat. Pourquoi l'inspecteur a fait ça? Pour se couvrir lui-même. Parce que si lui, il ne soulève pas tous les potentiels problèmes, ben, il pourrait se retrouver dans l'embarras. Des fois, il a soulevé un problème que c'était vraiment minime, ou en fait qui était à peine apparent, mais il l'a soulevé quand même pour se protéger lui et non toi. Puis là, finalement, étant donné qu'il avait soulevé ce problème-là, qui n'en était pas réellement dans son inspection pré-achat, ça fait en sorte que le vendeur, qui lui essaie de démontrer que tu avais la connaissance du vice ou que c'était pas possible pour toi de ne pas connaître le vice, pourra pointer cet élément-là dans ton inspection pré-achat. Donc ça peut se retourner contre vous. C'est ce qu'on vous dit simplement. C'est vrai parce que dans le fond, suite au rapport d'inspection, si on fait, s'il y a comment je peux dire, il y a un point qu'on renégocie parce que ça a été soulevé par l'inspecteur. Ouais. Nous, dans la modification, s'il y a une baisse de prix ou que le vendeur fait des travaux ou que whatever, souvent ça va être, on va rajouter aussi dans cette clause-là que la garantie légale ne s'applique pas à cette cause-là. Ouais. À cette, justement, cette réduction de prix ou quoi que ce soit, parce que l'acheteur a été mis au courant. Ouais. Donc, si jamais lui, il ouvre les murs et il voit que c'est plus grave que ça, ben, il n'y a aucun recours dans le fond. Ben, ce qui va être bien, par exemple, comme recours qu'on pourrait avoir dans ce cas-là, il va falloir que le vendeur, parce que souvent ce qui arrive, c'est que le vendeur s'engage à faire la réparation avant qu'on l'achète. Si le vendeur s'engage à faire la réparation avant qu'on l'achète, puis qu'il fait une mauvaise réparation, vous allez pouvoir avoir un recours contre lui, non pas pour vice caché, mais parce qu'il a mal exécuté ses travaux. Ah. Puis si c'est l'acheteur qui, ok, non, c'est quoi, on va baisser le prix, moi je m'en charge. Tu l'acceptes tel quel par rapport à cet événement. Ça, ben, puis ça s'avère pire, ben, ça se peut que effectivement c'était quelque chose que vous connaissez, là, c'était pas un vice caché. Il n'y a aucun recours. Non, parce que, tu sais, à ce moment-là, tu as baissé le prix. Tu savais qu'il y avait ce problème-là. Tu avais intérêt à aller ouvrir les murs. Parce que tu le savais qu'il y avait un problème. Tu avais intérêt à vraiment fouiller de fond en comble à savoir quel était le problème. Je comprends. Question pour toi. Pourquoi, justement, j'avais déjà vécu ce cas-là avec un flipper de haut niveau. Admettons, pourquoi qu'ils vont détenir plusieurs inks et non pas juste un seul ink?
Ouais. Donc, ils vont faire une structure corporative pour leur permettre de optimiser leur flip. Donc, si vraiment ils font ça pour leur gagne-pain, puis là, ils commencent à générer des liquidités. Parce que la fiscalité commence toujours quand on a des liquidités excédentaires et qu'on veut maximiser la rentabilité de nos liquidités excédentaires. C'est pour ça que la fiscalité existe. Donc, cet individu-là va avoir premièrement une entreprise qu'on va appeler une opérante. L'opérante, c'est dans cette entreprise-là que on opère, c'est-à-dire qu'on fait la rénovation. Donc, c'est cette entreprise-là qui a les outils pour faire la rénovation, le personnel pour faire la rénovation, le know-how pour faire la rénovation. Ensuite, cette entreprise-là va facturer une autre entreprise qui a été constituée exclusivement pour le projet du flip. OK. Elle a été constituée pour le projet du flip. Pourquoi? Pour des raisons de protection dans le futur. C'est-à-dire que lorsque on va vendre la maison, après avoir vendu la maison, potentiellement, on va sortir les liquidités de cette Inc-là, puis on va la dissoudre. Comme ça, en cas de poursuite, ben, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'entité juridique. Donc, on a une opérante qui, elle, va charger la Inc. dans laquelle on fait le film pour les menus travaux, les salaires de ses employés, etc. L'opérante, elle va obtenir l'argent requis de la Inc. Pour opérer. Elle va verser les salaires à ses employés, ce qui fait en sorte que l'opérante, après avoir émis ses factures, puis reçu paiement pour ses factures et versé les salaires aux employés, il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. OK. Exactement. C'est juste le roulement, dans le fond. C'est un roulement. Donc, finalement, ce qu'on a en haut de ces deux entreprises-là, c'est une gestion. La gestion, elle a les liquidités. C'est-à-dire que lorsque la Inc., finalement, qui vend l'immeuble, obtient des liquidités, après avoir payé les factures qu'elle doit à l'opérante, après avoir payé l'impôt qui est dû sur la vente de l'immeuble, elle va envoyer les liquidités à une gestion, ou un holding, qu'on dit communément. Ce holding-là va garder les liquidités pour acheter un autre immeuble. Donc, on va ouvrir une autre Inc. pour acheter un autre immeuble à ce moment-là. Pour les raisons de poursuite, on ouvre une autre Inc. Puis voilà. Puis le roulement continue. L'opérante, elle continue à faire les travaux de rénovation. OK, super. Puis, une des choses... Puis, la fiducie. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde entend, mais c'est pas tout le monde qui comprend ou qui sait vraiment c'est quoi. La fiducie, ça, c'est l'autre niveau en haut de l'incorporation? Ben, c'est pas un niveau qui est nécessairement en haut de l'incorporation, mais c'est parallèle à. C'est-à-dire qu'une fiducie, lorsqu'on crée une fiducie, c'est une personnalité juridique en soi. Elle sert à détenir des actifs. Donc, une fiducie, souvent, on la crée pour une question de protection d'actifs par rapport à nos créanciers, courants ou éventuels. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fiducie, puis elle va détenir, elle peut détenir des actions d'une entreprise, elle peut détenir des immeubles également. Mais, très franchement, il y a des frais pour incorporer en fait, pour mettre en place une fiducie. Ça part à partir de combien? Ça dépend des bureaux que Moi, on m'a dit, j'ai entendu dire, proche de 20 000, quelque chose comme ça. En haut de 15? Ben, écoutez, normalement, ça dépend des bureaux. Nous, personnellement, on peut mettre en place une fiducie pour un ordre de grandeur, on va dire 7 000. OK. Mais pas nécessairement ce nombre-là, mais bref. Ça va dépendre de... Ça dépend de plusieurs facteurs. Les actifs, la structure... Ouais, puis là, on parle juste de la mise en place de la fiducie en tant que telle. On parle pas de toute l'opération, qui tourne autour de ça, le roulement qui pourrait être impliqué. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est la fiducie, normalement, puis si cette capsule-là s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, normalement, c'est quelque chose qu'on fait quand on a une détention importante d'actifs ou qu'on veut absolument protéger nos actifs de créanciers. Donc, quand tu dis créancier, d'une saisie, Revenu Québec. Exactement. OK. Donc c'est pas un véhicule dans lequel on devrait se lancer immédiatement lorsqu'on commence à investir en immobilier.
éventuellement, lorsqu'on a plusieurs entreprises, puis là, on ne veut pas que nos immeubles qui sont détenus dans nos entreprises sont contaminés par les opérations de notre entreprise. Notre entreprise qui s'endette de part et d'autre pour diverses raisons. Bon, on peut décider de transférer nos immeubles à ce moment-là dans une fiducie. Mais tu sais, c'est du cas par cas. OK. OK. Parfait. Puis t'aurais-tu quelques trucs off the record, là? T'aurais-tu des trucs, mettons, je sais pas, à part oui, quand tu commences, c'est mieux de commencer avec une comptabilité normale, mais... Ouais, ben, c'est ça, c'est ce que... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si tu fais toutes tes choses des réglo, normalement, dès le départ, tu n'auras pas de problème. Fait que tu achètes une maison, puis tu dis que c'est un investissement, puis tu mets des dépenses normales dessus, tu mets pas des dépenses... Tu sais, c'est ton immeuble, va pas commencer à mettre des dépenses de restaurant dessus, tu vas te faire pogner. Okay. Tu vas m'appeler, je pourrais rien faire contre ça. Tu sais, mets des dépenses qui sont raisonnables et claires. Si c'est toi qui payes les frais d'électricité pour l'immeuble au complet, ben, tu les mets. S'il y a des réparations à faire pour l'immeuble, tu les mets. Tout ce qui est tes taxes, blablabla, tu les mets dedans. Puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est que les gens qui payent pour ton capital, finalement, parce que toi, tu n'habites pas dans l'immeuble, ils vont faire la grosseur de l'équité de ton immeuble. Grâce à cette équité-là, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas refinancer, tu vas en acheter un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Puis éventuellement, ben, tu vas avoir trop de liquidité. Parce que tu as fait tes choses correctement, tu n'as pas touché à tes liquidités. Là, à ce moment-là, on te fera une structure, puis il n'y aura pas de problème là, pour les rouler. Là. On va être capable de faire ça. Okay. Mais tu ne vas pas économiser de l'argent en le faisant avant parce que tu vas payer des frais de gestion, comme je te disais. Puis tu sais, c'est sûr là, que les gens ils vont arriver avec d'autres stratégies, etc. Mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est toi. Tu sais, si un avocat dit d'incorporer une compagnie pour chaque immeuble que tu détiens, puis c'est juste des immeubles locatifs, peut-être que lui, il gagne plus à avoir des honoraires pour l'incorporation qu'à t'aider toi, tu sais. C'est un bon point. Fait que tu sais, mais à part pour les gens qui font des flips, les gens qui font des flips, oui, incorporez-vous parce qu'il y a plein de risques par rapport à un flip. C'est quoi les erreurs souvent que tu vois que des immopreneurs ou des investisseurs immobiliers vont faire avec justement côté fiscal, côté droit? Ben, côté droit, ils vont avoir une structure trop lourde dès le départ. Trop lourde dès le départ? Ouais. Okay. Moi, je trouve que c'est une erreur. Si dès le départ, tu as une Inc. puis tu as juste un immeuble, puis là, ben, tu dois payer un avocat et un comptable par année pour un immeuble, je trouve que c'est une erreur parce que il n'y a pas beaucoup de liquidités qui en ressortent. Après ça, une autre erreur que... Tantôt, je pense que tu me parlais de les amortissements, je pense. Ah ouais, une autre erreur que je vois au niveau fiscal, c'est les gens qui prennent l'amortissement sur leur immeuble. Ça vaut pas la peine. C'est genre 4% par année. Tu prends 4% par année, ça fait pas une réelle différence sur ton impôt que tu dois payer annuellement. Si tu prends de l'amortissement sur ça, puis au final, ça change pas l'impôt que tu dois payer à la fin de l'année et que tu fais juste gagner un petit 2000, mais ça fait mal, un petit 2000 par année au bout de 20 ans. C'est 40 000 là, que tu ne reçois pas. Ce 40 000-là, d'un coup, tu aurais pu faire un projet avec. Le 2000 que tu reçois à petite shot annuelle, puis tu sais, mes chiffres sont pas exacts, là. C'est des cas de figure. Mais tu peux rien faire avec ça, annuellement. Tandis que ce que tu reçois à la fin, tu peux faire quelque chose avec ça. OK, parce que tu peux le déduire l'amortissement à chaque... Mais ce qui arrive avec l'amortissement, c'est que c'est annuel. Fait que nous, on le prend annuellement. Fait que c'est une petite économie, mais à la fin de l'année, tu dois le rembourser à l'impôt. C'est un... OK. Mais, puis je pense que tu disais aussi à la vente, c'est ça, si on ne le prend pas annuellement, mais on peut... Mais c'est au moment de la vente, exactement. Si tu ne l'as pas pris annuellement, ton gain est plus élevé. C'est là que le 40 000, tu peux le recevoir d'une shot, puis que ça te permet de faire quelque chose de plus intéressant. Exactement, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Hey, c'est un autre down payment. Ou si tu étais pour faire 150 000 puis tu as perdu 140 000 en récupération d'amortissement, mais c'est différent, là, une propriété de 150 000 de down payment versus 100 000. C'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est du cas par cas, mais
c'est assurez-vous de, peut-être avant de commencer vos projets, pas tous les projets, là, mais avant de commencer des projets où est-ce qu'il y a des risques plus importants, peut-être de consulter un professionnel. Tout à fait, tout à fait. Petite dernière question, puis je te laisse partir après ça. Peut-être une question banale, mais c'est quelque chose que je vois quand même. Les gens, c'est sûr qu'ils aiment ça, éviter d'avoir des dépenses quand ils achètent, admettons, par exemple, un duplex, triplex. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le bachelor, il est connecté au même compteur d'hydro, ou sinon, il va avoir, admettons, ils vont partager le même Internet ou quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce que je dis souvent aux gens, c'est que qu'est-ce qui est intéressant avec ça, si les autres l'habitent, c'est qu'ils ont plus de déduction. Parce que vu qu'ils payent, l'hydro est fourni, je sais pas, Internet, etc. Mais souvent, les gens, ils préfèrent, c'est sûr qu'idéalement, ils veulent avoir zéro dépense par rapport à ça. Ben, c'est intéressant, ce point-là. Tu sais, ça dépend de quel point tu le vois. Mais si toi, tu as acheté un immeuble et tu voulais des liquidités supérieures pour arrondir tes fins de mois, c'est sûr que les dépenses, ça t'intéresse pas d'en avoir, de payer pour le gars qui met son chauffage à 28 degrés tout l'hiver dans le sous-sol. Mais si ton but, c'était pas ça, si ton but, c'était à la fin d'être rentable, ben oui, c'est des dépenses hydro que tu peux mettre. Ça fait diminuer ton revenu locatif annuel. Puis là, ça se peut même que tu aies un revenu négatif à perte. Ce qui, finalement, au fiscal, est très avantageux. Puis, au fil du temps, mais ça va faire en sorte que ça va se transformer en gain, cette histoire-là. Donc, ça dépend vraiment comment tu le vois. Il n'y a pas de réponse magique. Est-ce que tu suggères de... Souvent, les gens vont s'arrêter automatique à cause de ça. Est-ce que tu suggères de regarder Ben, regardez l'ensemble du dossier, et puis aussi votre courtier, Christopher, il pourrait t'aviser aussi de... Si c'est si important que toi, ben, fais venir Hydro-Québec, puis ils vont te mettre un deuxième compteur, tu vas payer des frais pour ça, puis tu évalueras le frais que tu mets pour faire venir un nouveau compteur versus les frais que tu aurais payés pour le locataire qui est en bas. En passant, tu peux savoir, là, quand tu achètes un immeuble, c'est quoi les dépenses énergétiques qu'il y a annuellement. Tu vas sur le site d'Hydro-Québec, tu vas vérifier cette information-là. Faites vos calculs. Puis, évaluez votre risque. Je pense que c'est la chose la plus importante dans cette capsule-là. C'est à vous d'évaluer votre risque. Vous vous lancez en affaires, vous avez un projet d'entreprise. Comme tout bon entrepreneur, il faut évaluer son risque. Si on n'est pas sûr, allez voir un professionnel. Christopher va pouvoir vous aider amplement avec les questions d'immobilier. Puis les fiscalistes ou les comptables, dépendamment de votre niveau, notaire même, vont pouvoir vous aider concernant les questions de droit. Yes. Alors, merci beaucoup, Cap. Ça fait plaisir. All right. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez ça dans la boîte de commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Monsieur Martin de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, où est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont plus de questions? Equitas, avocat et fiscaliste. Yes, aussi simple que ça. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'était Cap Martin et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Ça fait plaisir. Au revoir. Yes.